Salut à vous, bande de petits tentacules. Aujourd'hui, on parle de Égaré, un jeu de rôle indé de Guillaume Vasseur slash Icar, qui va vous proposer de jouer des amnésiques qui se réveillent quelque part, un endroit très louche, un endroit nommé la Forge. Alors, pour le faire entrer très simple, qu'est-ce qu'il y a de sympa dans le jeu? Ben, un background qui est assez justement bien construit et sympatoche, qui va donner toutes les bases de la forge et tout ce qui est attelant, et qui va te donner les clés de secret du jeu, parce que c'est un jeu à secret. Attention, c'est pas un jeu à secret quand tu as découvert le secret, c'est fini. C'est pas parce que tu connais le poteau rose que tu échappes au poteau rose. Mais c'est vrai qu'un des gros intérêts du jeu, voilà, quand t'es joueur, quand t'es lecteur, c'est de dire alors qu'est-ce que c'est que ce bazar. À ce niveau-là, il y a un point notable à marquer, souligner, fluo, tout ça que j'ai trouvé très bien. C'est que l'auteur fait à peu près le panorama de toutes les explications logico-fantastico-scientifiques que tu peux trouver à la situation. Et il dit bon bah voilà, ça c'est l'hypothèse qu'a donné le jeu, mais ça c'est faisable pour ça c'est faisable pour ça. Et voilà, il mange large, il mange large. Donc à ce niveau-là, j'ai trouvé ça très bien. Sachant en plus, moi, mon explication préférée, c'est pas celle qui a donné naissance au jeu. Au passage, c'est un jeu qui est dans sa première mouture qui était assez vieille. Il y a eu une série en 2 saisons qui n'a pas été finie, en fait, qui reprend exactement le même thème, et donc que je vais pas donner le nom parce que ça va spoiler, mais qui prend le même thème avec la raison officielle. Alors du coup, voilà, tu te dis ah tiens, ça donne des idées. Et puis donc un background sympa dont les bases sont bien ouvertes, où les clés finales te sont données. Deux, des règles simples et efficaces, on reviendra dessus en fin de jeu en fin de vidéo pour que je vous explique comment que ça marche simplement le moteur de base. Trois, il y a un scénario d'intro. Ce qui est quand même bien dans les jeux un peu bizarroïdes, perchés, qu'il y a un scénar d'intro, ça aide beaucoup. Bah là, il y a un scénar d'intro et véritablement d'intro. C'est-à-dire ça te prend de les personnages s'éveillent à la forge et puis jusqu'à oh mon dieu, vont-ils survivre à cet éveil? Parce que l'éveil est un peu hardcore mortel. Et puis le quatrième point, c'est que les illustrations sont de très très bonne qualité et n'ont absolument rien à envier à des prods de grosses boîtes. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai mis un picto, un homme loup. C'est pas du tout la plus belle du truc. Il n'y a pas des masses d'illustrations d'égarés qui tournent en fait sur le net. Moi, c'est une que je trouve sympa. Puis par rapport au format, ça va être beaucoup plus simple à mettre en petite picto pour cliquer que la couve, que de toute façon ça fait tout petit sur. Enfin voilà. Mais les illustrations d'intérieur, très bien. Maintenant, on va passer un petit peu plus en avant dans le background. Pourquoi c'est bien? Alors en fait, quand vous éveillez dans la forge, qu'est-ce que la forge? Vous êtes dans une espèce d'immense désert. Il a cet aspect désert parce que il n'y a pas grand-chose au périmètre à part quelques arbres morts parcourus de ronces rouges chelous. Les couleurs de la forge sont plutôt chaudes alors que l'ambiance est plutôt glaçante. Dans le ciel, des chênes, voilà, d'immenses chênes parcourent le ciel en venant se planter quelquefois au sol et que tu sais pas d'où c'est que ça va dans les airs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de bien notable? Ah oui, pendant qu'on parlait des airs, il y a des étendues d'eau. Il paraîtrait même qu'il y a une mer, mais il y a une petite confusion entre mer et ciel au sens où tu vas avoir des méduses géantes et des baleines qui se baladent dans le ciel. Des nuages, de trucs qui ressemblent pas mal à du soufre qui se baladent dans le ciel. Des corbeaux qui sont bien répandus dans le ciel, mais ils sont un petit peu des fois rougeâtres, chelous, les corbeaux. Voilà, à quoi ça sert que je fais un plan si j'y vais même pas? Un des premiers points aussi que tout de suite les joueurs vont découvrir, enfin les personnages, les égarés, appelons-les de leur nom, les égarés amnésiques vont découvrir, c'est que près d'eux, il y a ce qu'on appelle des objets. Alors les objets, c'est vraiment ça. Ça peut être n'importe quel objet de notre vie quotidienne. Enfin, ça peut être un bouquin, un rouleau de scotch, un smartphone, une tasse à café, c'est ce que tu veux. Et c'est ce qui va être le plus proche de objet magique. Au sens où chaque objet en fait est une relique et ils ont tous des pouvoirs spécifiques. Alors après le nombre précis de reliques, tout ça, c'est en débat dans les personnages de l'univers. Dans le jeu, tu en as 50 qui te sont donnés, et puis tu en as 50 autres, je vais redonner avec leurs pouvoirs, leur codification et d'autres. Tu en as 50 autres qui te sont présentés en mode split imaginatif, et puis t'en crées si tu veux. Ces objets sont évidemment très importants, et ils sont tenants du secret. Donc je ne parlerai guère plus en avant, voilà, de ces objets.
Ce qui parcourt la forge aussi, quelquefois des grandes stèles avec des espèces de cercles uniques chelous, où bah, justement les gens s'engueulent pour savoir ce que c'est vraiment. Des fois quelques temples habités, des labyrinthes souvent mal fréquentés, une luminescence ambiante qui apparaît sur certains rochers ou dans le ciel, enfin la lumière chelou. Dans les points très importants, il y a un battement sourd qui est tout le temps présent dans la forge. Quelquefois, vous avez l'impression de l'identifier comme un cœur qui bat, des fois comme un martèlement de marteau, d'où le nom de la forge, une des raisons du nom de la forge. Des fois comme une machine. Enfin, c'est voilà, l'identification de ce battement est complexe et ceux qui ont une tendance à vouloir trop enquêter dessus en y étant très attentifs finissent relativement tarés. Voilà, ça c'est dit. Et puis en l'autre gros point aussi, il n'y a pas de sommeil, il n'y a pas de besoins vitaux dans la forge. Vous ne mangez pas, vous ne dormez pas, vous ne buvez pas. Vous pouvez être blessé, mais même ça, vous régénérez relativement vite. Et même une blessure du type je me suis fait couper la main, c'est pas automatique qu'elle revienne, mais vous pouvez vous démerder pour que ça revienne. Donc voilà, hein, tout ça, bien évidemment, c'est des indices. La forge est peuplée, et c'est pas ouf, hein. On va prendre l'exemple des exarques, après en parler moi-même. Alors l'exarque, en gros, hein, c'est le mange-mort. Pas le mange-mort, le truc dans Harry Potter là qui fait peur, qui bouffe les âmes. Ah, c'est ça un exarque. Et c'est quand c'est pas exactement invulnérable, mais c'est invulnérable par rapport à des persos débutants. Donc en clair, quand ils apparaissent, en fait, les exarques, quand il y a un peu trop d'humains dans la forge, ils les sentent, ils les traquent, ils leur défoncent la race. Et vous avez aucun moyen de les combattre. Donc vous n'avez que la fuite, et c'est là que, transition, on en parle des portes. Les portes, c'est quoi? C'est des portes, des arches, elle peut être pas symbolique, son espace est délimité, et voilà, ça peut être deux arbres morts qui te forment une arche, un petit trou dans une paroi, tout comme ça peut être véritablement une porte qui vole 1 mètre au-dessus de toi. Toutes les portes ont besoin d'une certaine clé. Enfin, ça va être plus compliqué que ça, mais bon. Et les clés, c'est pas forcément du tout des clés physiques. Les clés, ça peut être justement un truc physique comme les objets précédemment énoncés, mais ça peut être aussi être en colère, être un humain, ça peut être ce genre de choses. Des fois, c'est très symbolique, passer avec du haut au-dessus de sa tête. Et ces portes, elles mènent à ce qu'on appelle des simulacres, à savoir des espèces de mondes parallèles complètement chelous, que ça peut aller d'Alice au Pays des Merveilles à Cyberpunk, à ce que tu veux. Mais c'est pas, voilà. Ils ont des choses à délivrer, ils ont des raisons d'être là. Ça, c'est après, les PNJ de cet univers s'engueulent, à savoir est-ce que la forge c'est le centre du multivers, est-ce que les simulacres c'est autre chose, est-ce que non. Les questions restent ouvertes, et bien évidemment c'est lié au choix que vous ferez vous en tant qu'MJ, hein, c'est quoi la réalité profonde du monde de la forge. L'un de ces simulacres ouvre sur ce qu'on appelle Asile, un coin très important qui est un peu le seul lieu de répit qu'il y aura pour vous égarer. Et avant que j'oublie, on parlait des exarques, on peut aussi parler des archontes, des bestioles relativement cheloues qui habitent dans les temples, qui sont pas forcément du tout agressifs avec vos égarés, ils sont plutôt neutres. Enfin, il y en a qui sont plutôt aidants, il y en a d'autres qui sont absolument pas aidants. Par contre, eux, ils ont pas du tout peur des exarques, ils arrivent à discuter avec eux. Donc, est-ce leur chef, est-ce leur serviteur, leur prêtre? On ne sait pas. Et effectivement, dans les temples, il y a des impressions étranges. Les labyrinthes qui renferment des monstres et des fois des portes très convoitées ou des objets très convoités. Et reparlons d'Asile. Asile, en fait, à la base, c'était un simulacre totalement blanc où les premiers égarés sont arrivés et se sont rendus compte que par leur volonté, ils pouvaient à peu près tout modeler. Donc du coup, premier arrivé, premier servi, hein, ils ont imposé par leur modelage la doxa qui fait que, hop, on limite les pouvoirs à tout le monde, un peu moins. Et puis voilà, du coup, tous les nouveaux arrivants, ceux qui arrivent à survivre, c'est parce qu'il y a des équipes de récupération qui arrivent à leur sauver les fesses et les emmener à l'asile. Les équipes de récupération, c'est pas que, ouais, on est des humains, on va sauver d'autres humains. C'est en fait, tout le monde a remarqué que les objets, hein, ces objets qui semblent avoir du pouvoir intéressant, apparaissent de manière concomitante avec les gens qui apparaissent. Donc généralement, l'objectif de vos sauveurs, c'est revenir vivant, première priorité. Deuxième priorité, choper les objets. Troisième priorité, si on peut sauver les humains qui sont là, c'est pas mal, c'est un bonus. Mais voilà, vos sauveteurs sont surtout là pour récupérer les possessions qui vont looter avec vous. Et ça, c'est les gentils. Donc un monde qui est quand même un petit peu darkounet.
Il y a deux formes de, entre très guillemets, magie, à savoir les objets dont on a parlé, et les thérianthropes. Les thérianthropes, c'est des égarés comme vous, qui ont réussi à avoir un petit peu d'expérience, à récupérer certains de leurs souvenirs, et qui, par un rituel un peu chelou, arrivent à fusionner avec un des objets, et en fait à voler le pouvoir de l'objet pour l'intégrer. Enfin, la source énergétique power de l'objet pour l'intégrer en eux. Du coup, l'objet disparaît, est détruit, puis il va réapparaître avec des prochains qui vont popper. Et eux, en fait, ils acquièrent aussi le pouvoir de modeler la réalité, et pas seulement en asile, aussi dans la forge. Donc du coup, ils sont vachement plus balèzes. On n'en est pas à mage du World of Darkness, mais ils sont quand même, voilà, ils sont quand même un petit peu plus puissants que de toute façon, c'est les seuls trucs pouvoirs magiques, pouvoirs que vous allez pouvoir acquérir. Et leur particularité, c'est que du coup, ils incarnent leur totem. Il y a une vingtaine de totems qui sont proposés, agneaux, corbeaux, ce que tu veux. Et en fait, quand tu deviens thérianthrope, quand tu es à asile, on voit tout le temps, t'es genre dieu égyptien en fait. Voilà, t'as ta tronche et ton buste animal. Et quand tu es à asile, on voit tout le temps les thérianthropes sous leur forme de thérianthrope. Et quand ils sont dans la force, c'est quand ils utilisent leur pouvoir que leur forme de thérianthrope apparaît. Forcément, à asile, il y a des factions, c'est le bordel, il y a des sous-factions, il y a des courants qui ont plus ou moins d'objectifs. Il y en a qui rêvent de rassembler, ils ont décrété qu'il y a 111 objets, qu'il faut tous les rassembler pour voilà, faire advenir le Messie, ou pour briser cette prison que serait la Forge, et puis aller ailleurs. Ou, enfin voilà, il y a des tas de visions différentes. Il y en a d'autres, au contraire, qui pensent qu'il faut tout le temps détruire tous les objets, parce qu'en fait, quand les objets repopent, ils ont une chance infime de devenir meilleurs. En fait, c'est pas du tout on veut tout détruire, on veut faire advenir les objets à leur stade ultime. T'as des tas de petites sous-factions comme ça qui ont leur projet. Ensuite, ouais, j'ai réussi à peu près tout vous parler sans spoiler. Je suis content. C'est la 6e fois que je m'y reprends. J'ai bien fait les points sur lesquels ne pas déraper sous mon petit, sous mes petits yeux. Donc parlons un petit coup des règles qui sont simples comme tout. T'as 3 des 10, tu les jettes, faut faire 6 ou plus. Mais en fait, c'est à peine plus complexe, à savoir que tu es défini par des caracs. Tes caracs allant de 1 à 10. 10, wow, t'es Superman. 1, t'es super chiasse. Et en fait, les difficultés, c'est pareil, ça va de 1 à 10. Tu regardes ton attribut, tu regardes ton niveau de difficulté. Si c'est sensiblement les mêmes, c'est pareil, ou à un décalage, tu vas choisir sur les 3 dés de 10 que tu lances. Pas, tu es obligé de prendre le dé médian. Si en fait, quand si tu le dépasses de beaucoup la difficulté, tu choisiras le dé qui t'intéresse, et si t'es pas bon du tout, tu prendras le moins bon. Sachant qu'il faut faire, faut faire au minimum 6, enfin, il faut faire 6 ou plus pour réussir son action. Petite particularité, quand tu peux le plus, tu peux le moins. Effectivement, si tu as le droit de prendre le meilleur dé, tu peux prendre le deuxième, voire le troisième. C'est quoi l'intérêt? C'est que les marges de réussite sont calculées avec les résultats des 2 autres dés, et plus précisément avec les combinaisons pair-impair. Donc voilà, effectivement, si tu fais 6, 7, 8, et que tu as le droit au dé le meilleur ou au dé médian, en fait, dé médian, tu es content. En fait, faut prendre le 7. Comme ça, tu réussis, tu as plus de 6, et puis il te reste 2 paires. Et 2 paires, c'est ce qu'il y a de mieux. Sachant que 2 paires, c'est mieux que pair impair, et qu'un pair impair, c'est moins bien. Et qu'on va donc être dans le oui et, je réussis, j'ai pair. Oui, tout simple, je réussis, j'ai pair impair. Oui, mais j'ai réussi et j'ai 2 impairs. Le non, mais on n'est pas loin, j'ai pas réussi, mais j'ai 2 paires. J'ai pas réussi, j'ai un pair et un impair. J'ai pas réussi et j'ai 2 impairs, et je suis vraiment dans l'impair. Voilà. Là, faut que j'arrête d'essayer les jeux de mots, c'est pourri. Enfin bon, et puis c'est ça. Et puis c'est ça qui va être décliné pour à peu près tout simplement. Il y a des petits trucs qui se rajoutent aux règles, à tout ça, mais c'est vraiment... Il y a un système de combat version avancée que personnellement, ça me saoule, parce qu'en fait, il y a aussi un système de combat ultra simple, rapide, et qui tient ça, et ça permet vraiment d'aller plus vite. Après, bon, il y en a qui aiment bien régler un combat en un jet de dés, puis après vous racontez bien ce que vous voulez. Il y en a qui préfèrent que le combat il soit plus rythmé, avec des tours d'action et tout ça. Il y a un système pour tout le monde. Voilà, moi, je sais très clairement lequel je préfère sur des règles aussi simples. Et voilà, en plus, un système de combat avancé me semble pertinent qu'à partir du moment où ça oppose des puissances à peu près égales, à savoir
deux égarés lambda, parce que Herzark versus égaré point T mort. Il y a d'autres bestioles, hein. Il y a les cauchemars, les chimères, les égareurs, les éthers, enfin il y en a toute une petite liste, et tout ça, ça t'est donné dans le background de base, et ils ont bien sûr tous un peu des fonctions et des symboliques par rapport à c'est quoi le vrai secret du monde. Par rapport à ça, il y a aussi les simulacres, c'est-à-dire les mondes parallèles, ont, je l'ai déjà dit, ont aussi leur fonction et leur symbolique, qui est un petit peu à découvrir, même si vos égarés, ils l'apprennent très vite, hein. On peut même leur expliquer en asile. Enfin voilà, il y a quand même un noyau dur de connaissances sur leur monde qui a été forgé par les égarés. Mais la première partie en mode surprise est quand même bien intéressante, donc je vais pas trop dévoiler. Mais c'est un jeu qui survit à son dévoilement. Voilà, je voudrais dire que c'est un peu, ça fait partie de la seconde partie du jeu. Première partie du jeu, t'es tout perdu. Deuxième partie du jeu, t'es moins perdu. Bah, tu te rends compte que c'est pas parce que tu sais que t'es sorti de la merde. Voire tu peux en faire une troisième partie, et là je pense beaucoup à la série que j'ai dit, oh non, ça ressemble beaucoup à un truc de série. Le jeu de rôle est antérieur à la série, où tu dis, ouais, bah en fait, même une fois sorti, selon la nature que tu vas donner à la forge, ben forcément, il peut encore avoir. Si la forge elle semble absolument tous les multivers, c'est pas parce que tu es entré dans ta dimension que, en fait, toutes les problématiques de la forge, voilà, s'effondrent. Ouais, c'est bien, c'est que tu es content, c'est sur ton îlot, mais en fait, maintenant tu sais tout ce qu'il y a au-delà, quoi. C'est comme si à Culte, une fois rentré de Métropolis, tu dis, oh, c'est bon, je suis rentré à la maison, tout va bien. Ouais, non, en fait, t'es au courant de Métropolis, c'est un tas de trucs, quoi. Donc non, ça va pas bien. Et ben, c'est un peu, voilà, un peu le même principe. Mais quand même, c'est une des grosses accroches du jeu en tant que joueur. Ah, mais c'est quoi ce bazar? Et puis voilà. Et puis j'ai réussi à faire le tour sans spoiler en à peine plus de 15 minutes, donc je suis content. L'auteur passera pour de l'interview. Lui, il a bien discuté de voilà des sources d'inspiration, tout ça, donc il nous en parlera. De à quel point il a pompé les idées majeures de son système sur ses petits systèmes préférés. Et il a bien eu raison, c'est souple, c'est efficace. De l'arborescence au possible que. Enfin, moi, c'est un des gros trucs qui m'a plu, hein, vraiment ce côté secret du monde qui t'est donné, mais en kit de tu vas pouvoir prendre celui qui t'intéresse le plus, avec à chaque fois, bon, si c'est ça, en fait, les conséquences par rapport en fait au jeu. Voilà. Et puis voilà, je n'en parlerai pas plus. Mais oui, on a vraiment. Faut que je fasse gaffe, là, j'ai planté plusieurs tentatives de vidéos là-dessus. On a vraiment un grand panel. J'ai essayé d'en chercher un peu plus en me disant, ah, il a oublié ça, mais j'en ai même pas trouvé. Si on peut dire ouin j'en veux plus, c'est très bien qu'il y ait un scénar d'intro et voilà, si l'auteur il a le temps de mettre, après il l'a peut-être fait sur son site ou machin, je sais pas, j'aurais dû lui demander. Euh, voilà, c'est un monde où on peut avoir un supplément avec des petits scénars, on peut avoir un supplément avec encore d'autres simulacres présentés, il y en a pas mal dans le petit livre de base. Et puis Asile, en fait, ouais, c'est quand même un beau bordel, hein. On peut tout à fait faire une partie où vous allez faire 2-3 scénarios strictement en asile, hein, tellement déjà en soi asile, voilà, ça pose des questions. Après, t'as toute la forge à explorer, et puis après, t'as aussi tous les simulacres. Donc on est vraiment en fait sur un grand terrain de jeu. Sans compter les joueurs qui voudront grimper au ciel par les chaînes, ce genre de trucs. Enfin, bon. Il y a un monde de base qui est assez onirique, un peu glaçant, qui donne envie d'être découvert. C'est dispo sur Lulu en PDF, couve souple, noir et blanc, couve rigide, couleur. Enfin, je crois qu'il a dû cocher à peu près tous les possibles paliers de machin de comment tu peux imprimer pour que chacun puisse s'y retrouver niveau prix et impression. Et puis voilà, moi, Igaré, ça a été une très bonne surprise. Je trouve que c'est un jeu qui mérite sa place dans le milieu des jeux indés, que j'avais envie d'en parler un petit coup. Égaré, c'est sympa, et on reçoit bientôt l'auteur pour nous en parler un peu plus. Salut les gens!